Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du foncier. On parle peu du foncier. Enfin, c'est un élément très important pour le monde agricole. Et c'est vrai qu'on peut pas parler de tous les sujets, mais c'est un élément incontournable. Avant de parler du foncier, une petite parenthèse. Vous avez vu ce que je disais par rapport au libre-échange, la pauvreté dans l'abondance. On organise une non-gestion des volumes pour nous emmener dans une pauvreté dans l'abondance. Alors, dans l'abondance de matières premières, bien sûr, soit mal organisée chez nous en France ou en Europe, ou en important des produits de l'extérieur. Et vous voyez la catastrophe qui se répète, hein, puisque le modèle continue en production laitière sur le prix. Et là, vous avez vu dernièrement, c'est pour ça que je voulais vous le dire, ça me paraît l'actualité quand même une des plus brûlantes, hein. Le prix du porc, le prix de la viande bovine, les bovins qui ont perdu 1 € du kilo, les vaches, hein, les jeunes bovins, les taurillons aussi, et vous connaissez le prix des broutards. Donc vous avez vu comment ça se passe. Quand il y a une hausse des prix chez nous, des matières premières agricoles, dans le modèle libéral, ça s'appelle un accident. Moi, j'appelle ça un accident. Ils n'ont pas eu le temps de le préparer. Tout de suite, ils vont se réorganiser pour continuer de maintenir la filière, les petits soldats à approvisionner gratuitement, on va dire, hein, pour pas cher. Vous pouvez investir dans les bâtiments, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas la maîtrise sur votre produit. Donc ça, c'était la parenthèse que je voulais dire, parce que quand même, en viande bovine, c'est un gros coup de fusil que sont en train de prendre les agriculteurs avec les prix. Hein, il n'y a pas que là, hein, je sais bien, le lapin, le porc et tout. Mais là, tout de suite, dernièrement, le prix des bovins, vous avez vu ce qui s'est passé. Et les gens avaient acheté des bovins très chers, enfin très chers, pardon, pas très chers. Il avait augmenté en prix, pas en marge, attention, en prix. Et ceux qui ont rentré des animaux chers, bah, vous avez vu maintenant ce qui va se passer à la sortie. Donc, ma vidéo sur le foncier. Je reviens au titre de la vidéo, le foncier. Pourquoi le foncier, c'est important? Dans nos modèles agricoles, beaucoup en Europe et même ailleurs, dans les modèles agricoles, il y a le foncier qui est en propriété ou en location. Ensuite, il y a un corps de ferme, des bâtiments, qui de plus en plus appartient à l'agriculteur. D'ailleurs, le réseau bancaire ne financera plus les investissements si on n'est pas propriétaire du sous-sol, parce que la propriété du dessous l'emporte sur celle du dessus, en cas de conflit ou en cas de problème majeur économique. Voilà. Et après, vous avez le matériel qui appartenait beaucoup aux agriculteurs quand l'agriculture s'est développée. Et au fil du temps, comme on perd nos marges, bah, on nous a dit de mutualiser le matériel. Donc on est en CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, hein, parce qu'on n'a plus les moyens de se financer notre matériel nous-mêmes. Puis maintenant, on est rendu en leasing. Et puis maintenant, dans les cheptels, il y a des cheptels en location. Donc vous voyez où on est rendu. Et puis dans les corps de ferme, vous savez comme moi qu'on n'est plus capable d'amortir dans la plupart des productions, on ne peut plus amortir des bâtiments neufs. On ne peut plus parler avec bâtiments neufs, avec amortissement. Et ça depuis longtemps, hein. Que ça soit en porc, en poulet ou dans plein de productions. Alors l'importance du foncier. Pourquoi le foncier a une importance? Bah, en France, en gros, 65% des terres sont louées, hein. C'est des propriétaires qui louent. Les propriétaires n'exploitent pas leurs terres, hein. Il y a 4 200 000 propriétaires en France. En moyenne, il y a 14 propriétaires par agriculteur. C'est des grandes moyennes, hein. Il y a des régions surtout dans les régions proches des régions viticoles, on peut retrouver des 30, 40, 50, plus que ça même, hein, de propriétaires dans une exploitation même pas forcément très grande, hein. Voilà. Et donc, il y a 9 millions d'hectares, hein, qui sont exploités par des agriculteurs qui sont propriétaires. C'est-à-dire que sur l'ensemble des terres agricoles en France, hein, il y a 24 millions 600 000 hectares, 24 millions et 600 000 hectares qui sont exploités par des personnes physiques. Il y a des sociétés agricoles qui possèdent de la terre, un peu plus de 2 millions d'hectares, et il y a des collectivités publiques, un peu plus d'1 400 000 hectares. Donc, le gros des troupes, c'est des petits propriétaires. Dans ces 4 200 000 petits propriétaires, dont souvent nos parents ou ça peut être nos frères et sœurs font partie du lot, hein, il y a 1% de ces 4 200 000 propriétaires qui possèdent la moitié des terres privées, c'est-à-dire autour de 13 millions d'hectares.
Voilà. Alors souvent, c'est les familles, c'est par héritage, c'est pas forcément que des fils uniques, mais voilà, c'est par héritage, par transmission, parce qu'il y a plusieurs générations qui ont travaillé, et donc on retrouve des propriétés, pour avoir des concentrations comme ça, on retrouve des propriétés de 150 à 300 hectares qui appartiennent à un individu, hein, pas suite à héritage. Alors ensuite, le reste, oui, il y a des sociétés qui ont le foncier, des fonds de placement, des compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance aujourd'hui qui achètent des forêts pour l'instant, mais peut-être demain des terres pour compenser leur empreinte carbone. On peut retrouver le Crédit Agricole, on peut retrouver le groupe AXA, mais ça reste minoritaire. On peut trouver des gens comme Chanel qui font travailler des sociétés et qui pour sécuriser leur approvisionnement, bon, mais ça reste vraiment minoritaire. Par contre, ce qu'on constate en France et dans le reste de l'Europe, c'est un recul de la propriété détenue par les agriculteurs. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tant qu'on a des petits propriétaires terriens, je dirais que globalement, ça fonctionnait comme ça. Le jour où que ça va appartenir à des sociétés qui ont des visées autres que la production agricole, qui sont là pour la spéculation, hein, d'autant plus que aucun gouvernement jusqu'à maintenant a proposé une réforme pour statuer sur les énergies renouvelables, méthaniseurs, agrivoltaïstes, voire photovoltaïques, hein, des gens qui font des bâtiments photovoltaïques sur des grandes surfaces, et éoliens, si on ne déconnecte pas la rentabilité de l'énergie du prix du foncier, on va à la catastrophe pour le renouvellement des générations et pour installer les jeunes. Pourquoi? Parce que la terre, qu'on le veuille ou non, le retour sur investissement, quand on est dans des régions comme chez moi, le Maine-et-Loire ou la Loire-Atlantique, on trouve encore des terres, même certaines à 1 800 euros, pas beaucoup, mais on en trouve à 2 000, 2 300 euros, 2 500 euros l'hectare. On a un retour sur investissement par rapport au loyer de 5%. Mais quand on voit des régions, même si la terre peut être meilleure, mais tout ne s'explique pas, ça flambait à cause de la PAC, à cause des plans d'épandage, à cause de l'ICHN, voilà, hein, qui est là encore une économie virtuelle. On a arrosé les gens avec des subventions. On s'est déconnecté de la réalité économique, du ratio que rapporte un hectare de terre quand on fait du blé. Quand on fait du blé sur un hectare de terre, quand on voit des hectares de terre rendus à 8 000, 10 000, 15 000 euros l'hectare, là, regardez le ratio qu'il y a sur investissement. 10 000 euros l'hectare, le retour sur investissement, même si vous mettez des fermages, vous montez à des 250 euros de fermage de l'hectare, vous voyez ce que ça peut représenter, hein? Vous allez plus qu'à 1 ou 2%, 1% de retour sur investissement. Qui va pouvoir acheter des terres parmi nous, les paysans, pour faire des blés à 180 euros la tonne? Faire du lait, faire de la vache allaitante à ces prix-là. Ça va plus être possible. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, à partir du moment que c'est plus possible, ça devient le foncier une valeur refuge, comme c'est des amis qui me contactent avec les conférences internationales que je fais, comme les amis que j'ai en Floride, hein, ou ailleurs dans le Montana, où c'est des sociétés, alors pour la décarbonation, mais pour d'autres utilités, pour échapper à la fiscalité et les impôts, ils viennent placer l'argent dans le foncier. Donc vous allez avoir des sociétés de tout type, de toutes sortes, hein, compagnies d'assurance, banques ou autres, ou des sociétés industrielles qui se mettent, c'est le cas à l'étranger, hein, peu chez nous, mais ça va commencer, qui vont venir acheter du foncier, parce que vous voyez bien, il n'y a pas de retour sur, quand vous êtes sur des prix de l'hectare comme ça, si vous avez 0,5% de retour sur investissement, il n'y a personne qui peut rembourser ça en cultivant du blé. Ça n'existe pas. C'est impossible. Bon. Et ben là, vous allez avoir des genres de fonds de placement qui vont mettre la main sur le foncier. Alors au départ, ils vont vous laisser locataire, ben, je dirais un peu comme vous l'étiez avant, ou ils vont renégocier les contrats de location, bien entendu, à la hausse. Ils vont demander des locations que vous ne pourrez pas tenir avec les cours actuels qu'on a des denrées agricoles. Et puis, petit à petit, bah, les paysans vont perdre le foncier. Il est là le risque. Et là, on revient au problème qu'il n'y a pas de rentabilité sur les exploitations. Alors, il y a des pays, bien sûr, vous le savez, les pays où il y a des très grandes exploitations, où les sociétés contrôlent une part importante des terres,
qu'on retrouve en Europe. On a la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. D'accord? Souvent, après l'effondrement du bloc de l'Est, les anciens kolkhozes, il y a des fonds d'investissement, des investisseurs qui sont venus mettre la main sur le foncier. Vous m'aviez interrogé sur le groupe Avril. Alors, le groupe Avril, où est Arnaud Rousseau, il est souvent cité dans les questions foncières. Alors, le groupe Avril, pour être tout à fait juste, il intervient via sa filiale d'investissement Sophie Protéol, qui finance des entreprises agricoles et agroalimentaires. Voilà, il intervient. Le groupe peut donc être indirectement lié à des structures possédant du foncier agricole, mais sa vocation principale est industrielle et financière, au service des filières agricoles françaises. Voilà, c'est de façon indirecte. Lui, il est là pour faire tourner les outils industriels. Alors, que peut-on faire? Alors, il existe des structures comme Terre de Liens, il existe les financements participatifs, c'est pas si mal que ça, où des individus, on peut reprendre, moi, dans les pays de la Loire, il y a des fermes de 120 hectares qui ont installé des jeunes avec un financement participatif, sans passer par le réseau bancaire. Moi, je dis bravo à ces gens-là qui ont organisé ça, hein, avec des clauses bien définies. Et puis après, ce qu'il faudrait prévoir avant qu'on s'enfonce davantage, c'est jouer avec des leviers qu'on a, c'est l'assurance, les 6 000 milliards d'épargne qu'ont les Français, plus de 6 000 milliards d'épargne. On pourrait proposer à ceux qui le souhaitent, plutôt qu'ils soient remboursés, qu'ils soient, pardon, rémunérés à 1,5 ou 1,7% via le livret A, on pourrait leur proposer une rémunération le double du livret A, du 3-4%, 4%, hein, le double, et ils pourraient acquérir du foncier. Lorsque les agriculteurs ne peuvent pas acheter le foncier, ben, il y a des gens, au lieu de placer l'argent dans le livret A, il aurait du foncier. Euh, voilà, c'est pas délocalisable. S'il y a un krach monétaire, s'il y a un accident quelconque, le foncier reste le foncier. C'est une valeur, je dirais, refuge. Quand on travaille la terre, vous le savez, le retour sur investissement, il n'est pas mirobolant. C'est vraiment une valeur refuge de protection qui est indispensable, ben, bien sûr, à la vie de notre pays, parce qu'on a pratiquement 29 millions d'hectares en tout. Si on compte les landes et tout, on frôle les 30 millions d'hectares. Il n'en compte que 27 millions et demi à la PAC. Mais après, il y a des zones, des landes qui font partie du territoire agricole. Et bien sûr que c'est indispensable au fonctionnement du pays, puisque la terre nourrit les hommes et on entretient les territoires, nous les paysans, et on est en même temps des nourriciers localement non délocalisables. Donc l'idée de trouver un placement qui rapporterait plus que le livret A et sécuriser le foncier, c'est une idée qu'on est beaucoup à proposer. Moi, je la propose et je pense que ça permettrait de sécuriser beaucoup d'agriculteurs qui voient des propriétaires qui veulent mettre en vente pour des raisons X ou Y, d'héritage ou au décès des parents, les propriétaires mettent en vente. Et vous comprenez bien que l'agriculteur, avec les marges qu'on a dans nos productions, avec le matériel que vous avez à renouveler dans vos fermes, vous savez le prix que ça vaut, l'entretien des bâtiments, s'il vous tombe d'un seul coup 20, 30 ou 80 hectares à acheter d'un seul coup, bah la banque, la banque, si elle vous finance pas, vous êtes bien coincé. Voilà. C'est votre outil de travail et vous avez plus les moyens de le financer. Et là, va bien falloir proposer des leviers. Et le placement, les plus de 6 000 milliards d'euros de placement, sont une solution. Ça veut dire que l'argent, elle n'est pas perdue, elle est sécurisée. C'est un placement dans le foncier, moyennant, bien sûr, que l'agriculteur paye un fermage. Et à ce titre-là, pour peut-être évoluer, hein, on est en 2026, faudrait peut-être redonner plus de garanties aux propriétaires parce que l'inconvénient, l'avantage du statut du fermage et l'inconvénient, faut le reconnaître, c'est qu'un propriétaire, quand il loue ses terres, après avec un bail et le statut du fermage, eh ben son locataire, il va l'accompagner quasiment jusqu'à la retraite et puis s'il a des enfants, voilà. Les locataires en place, c'est pour protéger l'exploitant, ça, qu'investit, hein, pour pas le mettre en porte-à-faux, mais le propriétaire, il est lié à une location et pratiquement, bon, alors ça, on pourrait mettre des clauses pour que le propriétaire, si au bout de 15 ans, 20 ans ou 25 ans, il veut revendre et qu'un autre propriétaire, ça on pourrait le faire, un autre propriétaire prendrait le relais, un autre investisseur,
de façon à ce qu'un propriétaire ne soit pas attaché. Certains propriétaires sont attachés pendant 80, 100 ans, hein. Avec des familles, les enfants prennent la suite, il y a un bail, voilà. L'agriculteur ne peut pas être délogé. Ça avait été fait pour protéger les agriculteurs, parce que comme il n'y a pas de rentabilité dans l'agriculture, lorsque vous investissez dans le drainage, dans l'irrigation, tout simplement dans votre corps de ferme, hein, pour produire des légumes, des poulets, des céréales, peu importe, vous avez des investissements lourds sur une période relativement longue. Si vous venez de vous installer et 2 ou 3 ans après, le propriétaire il met en vente les terres, bah, ça y est, c'est fini pour vous. Vous avez plus qu'à quitter l'exploitation. C'est pour ça que ça avait été fait. C'était pour protéger les exploitants. Mais là, faut vivre avec son temps. Faudrait revoir la copie et faire d'autres propositions. Donc, j'en termine là-dessus. C'est la fin de ma vidéo. Mais le foncier est un élément déterminant, et avec bien sûr un bon relationnel avec les propriétaires, parce qu'on a toujours besoin d'un relationnel avec les propriétaires. On fait des déclarations PAC, on a des fois des déclarations de travaux, on a etc. La relation avec le propriétaire, elle doit se passer dans les meilleures conditions possibles. Il reçoit un fermage, nous on a des devoirs, mais bon, voilà. Sinon, dès qu'on veut faire une extension ou qu'on veut faire des travaux, s'il y a un litige avec le propriétaire, bah, c'est la paralysie de l'exploitant qui veut faire des travaux. Voilà. Donc, c'est très très important, l'impact du foncier. Et si on s'en va vers des grandes sociétés financières qui mettent la main sur le foncier, je pense pas que ça sera le meilleur modèle. Le modèle actuel agricole, avec beaucoup de petits propriétaires, jusqu'à maintenant, a pas si mal fonctionné que ça, hein. Simplement, il va falloir le renouveler, parce que le propriétaire, lui, faut être tout à fait honnête, quand il a loué ses terres, son revenu net brut, il est de l'ordre de 2-3% quand il a payé les impôts fonciers. Il y a pas un gros gain aujourd'hui. Donc, il faudrait sans doute revoir le modèle, améliorer le retour sur investissement du propriétaire qui va investir dans le foncier et trouver un compromis avec l'agriculteur. Mais tout ça est lié, bien sûr, hein, malheureusement, aux 4,50 € qui nous restent de marge nette sur 100 € TTC. Donc, vous voyez bien que quand on appauvrit dans une chaîne de valeur l'élément premier qui est à la base l'agriculteur, le nourricier, quand lui on l'appauvrit, bah, par ricochet, ça jaillit sur tout le reste. Il peut pas renouveler son parc matériel, il peut pas financer son foncier, augmenter les prix des fermages, il va avoir du mal à les payer parce qu'il n'a pas de rentabilité. Donc qui dit ne pas augmenter le prix des fermages dit trouver peu d'investisseurs dans le foncier. Ils vont préférer aller investir dans l'immobilier, les gens, que d'investir dans le foncier. Voilà. Donc tout est une question d'équilibre. Et l'équilibre, il est grand temps de mettre le nez dedans et de le revoir, parce que nous, on loue pas des immeubles, on occupe des terres agricoles. Et les terres agricoles, c'est l'entretien des territoires et c'est la nourriture de la population, à prix mondialisé, malheureusement aujourd'hui. C'est l'alimentation, de la population. Et sans terre, à ma connaissance, on ne peut pas produire. On ne va pas produire des insectes pour nourrir la population. Donc, il faut bien trouver une solution pour cette gestion du foncier. Et revenir après, à mon avis, sur des conseils départementaux, hein, qui pourraient être créés pour réguler le prix du foncier. Parce que le prix du foncier, si on le laisse exploser, si on le laisse libre, s'il n'y a pas un certain encadrement, eh ben, il autodétruit les agriculteurs eux-mêmes. Les gens, on voit bien dans les agriculteurs en difficulté qu'on a, que le foncier est un élément qui met les agriculteurs en difficulté. On le retrouve. Dans beaucoup de régions, celui qui a été obligé d'acquérir le foncier, c'est un des éléments avec lequel on le retrouve agriculteur en difficulté. C'est pas le seul, mais c'en est un. On peut pas le nier. C'en est un. Donc le foncier est un élément incontournable pour les agriculteurs français et de manière générale les autres, parce que vous savez que dans les autres pays, il y a beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup, vous le savez, d'Hollandais, de Belges ou autres, hein, qui viennent en France parce que le prix de la terre est plutôt moins élevé que dans les pays du Nord. Et dans les pays du Nord, bah, malheureusement, les gars ne peuvent plus acheter le foncier. Les mecs, ils se font virer de leur exploitation. Ça va être des sociétés qui vont acheter le foncier.
les gars, ils vont se faire foutre dehors. Voilà. Parce que c'est devenu inabordable. Le retour sur investissement n'a absolument aucun sens. On voit des 50, 60, 80, 100 000 euros l'hectare. Donc, inutile de vous dire qu'à ces prix-là, vous pouvez traire des vaches, hein, vous pouvez faire des moutons, puis vous pouvez faire des cochons. Vous voyez le ratio. On est dans la débilité. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.